Après Egan Riley et Angel Gomez, l'OM officialise sa troisième recrue du mercato, mais celle-ci ne va pas venir compléter les rangs de l'effectif de Roberto De Zerbi, mais plutôt le staff de Pablo Longoria, ou plutôt la direction de l'Olympique de Marseille, puisque le club phocéen a officialisé ce lundi l'arrivée d'Alessandro Antonello au poste de directeur général du club, en provenance de l'Inter Milan, qu'il avait quitté au mois de février dernier. Et cette information va animer l'essentiel de ce nouveau point d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille que vous retrouvez pratiquement tous les jours sur Massilia Zone, même si ça fait 2 jours qu'on n'en a pas fait, faute d'actualité. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir et à aller regarder nos autres contenus. On a fait une vidéo avec un supporter de Burnley qui est venu nous présenter Egan Riley, vidéo sur laquelle on a eu que des bons retours. Pourtant, c'est pas la plus vue de notre chaîne sur les dernières semaines, donc vraiment allez la regarder. C'est la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne avant celle-ci. On va également parler du dossier Benasser et de 2-3 informations mercato, mais avant cela, on est obligé de se concentrer sur la nouvelle de la journée, une nouvelle importante pour l'institution olympique de Marseille. Le club a officialisé du coup l'arrivée d'Alessandro Antonello, ancien directeur financier et directeur général de l'Inter, comme nouveau directeur général de l'OM. Communiqué de l'Olympique de Marseille sur cette nomination justement qui est tombée aux alentours de 14-15 heures, avec une nomination qui est assez surprise, parce qu'on n'avait pas eu d'informations depuis un petit temps au sujet du futur directeur général de l'OM, mais qui ne l'est pas forcément quand on se rappelle que ce nom avait déjà été évoqué au mois de février à son départ de l'Inter Milan, notamment par la presse italienne et Calcio Mercato, qui avait indiqué que celui-ci pourrait intégrer l'organigramme de l'OM dans les prochains jours et que des négociations étaient en cours. Le dirigeant s'était même rendu au stade Vélodrome. Cependant, la Provence avait démenti l'information en annonçant qu'il n'était présent qu'en tant que simple invité. Information du coup mauvaise de la Provence qui disait qu'il n'allait pas signer à l'OM. Et bien finalement, il a été officialisé par le club olympien. Concernant ses prérogatives, l'OM a communiqué par l'intermédiaire de son site. Au sein de l'OM, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d'augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l'Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM dans une logique de gestion durable et responsable. En étroite coordination avec l'équipe de direction, il jouera un rôle central dans la mise en œuvre du projet de la croissance du club et de bonne gestion porté par le propriétaire et la présidence du club. Donc clairement, on est sur le remplaçant de Stéphane Tessier, qui a quitté l'OM au mois d'avril 2024, il me semble. En tout cas, c'est un profil qui est assez expérimenté puisqu'il vient de passer littéralement 10 années à l'Inter Milan, dans un Inter Milan qui s'est reconstruit. D'ailleurs, l'Inter Milan est dirigé par Beppe Marotta, qui est un peu le mentor de Pablo Longoria avec Paratici, qu'il a connu du côté de la Juventus. Pablo Longoria a justement réagi à cette information et on peut comprendre que, de par sa proximité avec le dirigeant de l'Inter, Marotta, il a pu être amené à connaître notre ami Antonello. Longoria a déclaré: je suis très heureux d'accueillir Alessandro Antonello à l'OM. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et j'ai toujours été convaincu qu'il s'agissait d'un des dirigeants connaissant le mieux l'industrie du football en Europe. J'apprécie particulièrement son exigence, son intégrité et sa capacité à faire évoluer des organisations dans des environnements complexes. Son expérience sera précieuse pour accompagner l'évolution de l'Olympique de Marseille dans toutes ses dimensions. Alessandro Antonello s'est également exprimé dans le communiqué en disant que l'OM était un club unique avec une histoire, une ferveur et une ambition rare dans le football européen. Je consacrerai toute mon énergie au service du projet porté par Pablo Longoria pour bâtir un avenir radieux pour le club. Alors le CV d'Antonello, comme j'ai dit, il a passé 10 années du côté de l'Inter Milan. C'est un CV qui est assez important pour un dirigeant d'un club de foot. Initialement, il vient plutôt du secteur financier. D'ailleurs, il a commencé plutôt comme directeur financier à l'Inter. Il a été formé, je crois, à l'université Bocconi. Donc ça, c'est des informations qui nous intéressent peu. Mais il a commencé plutôt dans l'audit, comme on peut le voir sur ce tweet, à Deloitte. Puis il a eu des rôles de direction chez Puma et Sarali. Supporter de l'Inter, il a intégré le club en 2015, comme j'ai dit, en tant que directeur financier. Il est devenu CEO corporate en 2017. Il a piloté la restructuration financière du club entre 2020 et 2024. On sait que l'Inter a eu des grosses difficultés financières au cours de la dernière décennie, ce qui n'a pas empêché le succès sportif du club. Il y a eu plusieurs changements de direction, et aussi également des problèmes de liquidité pour la direction du club et le club qui était tenu par des Chinois. Je ne sais plus si c'est encore le cas, mais il y a pas mal de mouvements. On se rappelle qu'en 2021, par exemple, quand ils avaient gagné le Scudetto pour la première fois depuis 2010 peut-être, après des années de galères sportives, sous Antonio Conte, ils avaient liquidé l'effectif avec les départs, notamment, on peut penser de Achraf Hakimi, il me semble également de Romelu Lukaku, qui était allé à Chelsea, mais aussi le départ d'Antonio Conte. Donc c'était un club qui a connu des difficultés financières et qui a dû avoir une gestion parcimonieuse de ses finances afin d'éviter la faillite. D'ailleurs, certains supporters de l'Inter ont dit
à son départ que lui et Marotta avaient empêché la faillite du club. Du coup, il a piloté la restructuration financière du club entre 2020 et 2024. Il a permis une réduction des pertes de l'Inter de 245 millions d'euros à 35 millions d'euros en 4 ans, une hausse des revenus également avec des revenus records en 2023-2024, un maintien de la stabilité salariale pendant la crise du Covid. Encore une fois, les départs d'Hakimi, Lukaku, c'était aussi lié à des problèmes de versement des salaires, à un moment où l'Inter n'était même pas sûr de pouvoir verser les salaires de ses joueurs. Et puis d'autres projets comme celui du nouveau stade avec l'AC Milan. Un succès sportif également du côté de l'Inter Milan à cette période, puisqu'il a fait partie des architectes du renouveau du club interiste. L'Inter est en finale de Ligue des Champions il y a quelques semaines, pourtant c'est un club qui revient de très loin. Si on prend les 10-15 dernières années, on se rappelle qu'à un moment, il galérait à sortir de la poule de l'Europa League. Puis il a également eu des responsabilités institutionnelles au niveau européen, étant donné qu'il est membre du board exécutif de l'ECA depuis 2021 et qu'il a été réélu récemment jusqu'en 2027. Et enfin, il a quitté l'Inter en février 2025. D'ailleurs, l'Inter lui avait rendu un vibrant hommage dans son communiqué, illustrant un peu la place qu'il avait eue dans le projet interiste. Alessandro a contribué de manière significative au développement du club en occupant plusieurs rôles au cours d'une décennie. En 2015, il rejoint l'Inter en tant que directeur financier. En 2017, il atteint la direction du club lorsqu'il est nommé directeur général, poste qu'il a occupé jusqu'à aujourd'hui avec deux propriétaires différents. Et puis bien évidemment, pour restituer le travail qu'il a réalisé au club, son travail a été apprécié et a garanti à l'Inter une contribution managériale tant sur le plan du développement de la société que sur le plan des revenus. Pendant cette période, il a pu contribuer par son professionnalisme à la conquête de 7 trophées, 2 Scudetti, 2 Coupes d'Italie et 3 Supercoupes d'Italie. Donc l'OM réalise plutôt une grosse prise avec un profil expérimenté qui a quand même passé 10 ans dans un des plus grands clubs d'Europe et un des plus grands clubs d'Italie, si ce n'est le plus grand club d'Italie sur les 5 dernières années depuis qu'ils ont pris le titre à la Juve, qui a instauré une méthode de travail assez efficace avec Beppe Marotta dans la gestion sportive, dans un club qui avait des finances un peu restrictives et où ils ont réussi à faire des coups, à construire une équipe à partir de pas beaucoup de sommes dépensées sur le marché des transferts, plutôt des signatures libres. Et l'Inter, même s'ils sont sur une fin de génération cette saison, ils ont quand même réalisé une finale de Champions League. Ils pouvaient réaliser un triplé, voire un quadruplé historique. Bon, finalement, ils n'ont rien gagné. Mais c'est quand même un gros coup d'aller chercher un dirigeant dont le travail est plutôt salué de l'autre côté des Alpes. On sait que l'Olympique de Marseille avait Stéphane Tessier à ce poste-là, qui avait eu des tensions avec Pablo Longoria sur la fin, que notamment Tessier avait des ambitions pour prendre la tête de l'Olympique de Marseille lorsque le bateau avait tangué suite à la crise de septembre, en septembre 2023 justement. Mais donc un profil étranger, un profil qui a l'expérience d'un très grand club, qui est loué pour son travail. Il faut savoir que l'Inter était sa première expérience dans le football au sein d'un club de football et qu'il y est resté 10 ans avec le succès qu'on lui connaît. Donc bah, ça a l'air d'être plutôt une très bonne signature, surtout que c'était un poste qui était plus ou moins vacant. Et l'OM frappe fort du coup avec quelqu'un qui vient d'une grande institution. Et quand on sait que l'Olympique de Marseille, de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, veut instaurer vraiment un fonctionnement digne d'une grande institution comme à l'Inter Milan, à la Juventus, bah, aller chercher des éléments qui ont connu justement ces institutions, que ce soit Mehdi Benatia en tant que joueur, que ce soit Pablo Longoria en tant que dirigeant, ou que ce soit Fabrizio Ravanelli en tant que joueur, bah, ça fait également la différence, même dans des secteurs qui ne sont pas forcément sportifs. Et l'autre point qu'on peut souligner au vu de sa vision business, parce que c'est quelqu'un qui va être plutôt tourné au niveau de l'économique, des enjeux économiques de l'Olympique de Marseille et des enjeux financiers. Il a quand même participé à la croissance économique et financière de l'Inter Milan, qui est quand même un club du coup qui était plutôt en croissance ces dernières années, justement. C'est pas un club qui, sur le plan économique, malgré ses difficultés, a chuté. Non, c'est un club qui a progressé, qui a accompagné la progression sportive. Alors oui, il y a quelques scandales par-ci par-là ces derniers temps, notamment au niveau du sponsoring. Mais globalement, si on regarde le bilan et de ce qui en est dit dans la presse italienne et de ce qu'en disent les gens qui analysent l'actualité de l'Inter et qui analysent également ce qui se passe au club, bah, ça semble être quelqu'un de très talentueux. Et il faut savoir qu'à son départ, il y avait des inquiétudes au sein des supporters de l'Inter Milan, comme quoi ça pouvait être le premier départ d'une valse de départ avec par exemple Marotta qui pouvait partir. Euh, Tellement c'était quelqu'un qui avait été central dans la réussite du club ces dernières années. En tout cas, pour revenir à des considérations un peu plus sportives, le mercato d'été est officiellement ouvert en ce 16 juin. L'Olympique de Marseille a déjà signé 2 recrues que le club ne pourra officialiser, dont le contrat commencera en tout cas au 1er juillet parce que ce sont des recrues libres. D'ailleurs, l'une d'entre elles est actuellement à l'Euro Espoir avec les Anglais en la personne d'Egan Riley. Et Angel Gomez, lui, doit être en vacances. La reprise est au 7 juillet dans tous les cas. En tout cas, on a eu des informations au niveau des départs, justement au niveau du milieu de terrain, vu qu'on parlait d'Angel Gomez.
Et une rumeur qui a fait peur un peu à tout le monde parce que personne ne la voyait venir, même si vous avez vu que sur le média, on a mis une médaille de bronze, donc la pire médaille en termes de fiabilité pour la Gazette du Fennec. Bon, une information qui est sortie comme quoi Ismaël Benasser aurait passé sa visite médicale pour rejoindre le club qatari d'Al Douail. Le transfert, la rumeur à ce moment-là faisait état d'un transfert aux alentours de 15 millions d'euros. Comme vous avez vu, fiabilité, pire fiabilité, c'est parce que bon, même si c'est un média avec un site internet qui est reconnu, c'est pas forcément le média le plus fiable du monde. Et donc l'information a été rapidement démentie par Santi Aouna, qui a indiqué que Ismaël Benasser n'allait pas s'engager avec Al Douail, contrairement à ces informations-là. D'ailleurs, c'est étonnant de voir une information de ce type quand il n'y a pas d'information d'un intérêt au préalable. Ce qui la rendait un peu crédible, c'est que l'entraîneur actuel d'Al Douail et Djamel Belmadi, il me semble, ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, donc il connaît bien Ismaël Benasser, il vient de reprendre l'équipe. Sauf que cette fake news a permis, entre guillemets, d'avoir un update sur la situation d'Ismaël Benasser, dont on sait que l'OM essaye de conserver avec un nouveau prêt. Sauf que Fabrizio Romano nous a indiqué que le principal problème actuel dans le dossier était le salaire de l'Algérien. Donc, on peut imaginer que si Ismaël Benasser a un vrai intérêt d'Al Douail, qui a été confirmé par Fabrizio Romano, sans confirmer le fait qu'il avait passé sa visite médicale et qu'il allait signer là-bas, on peut penser que s'il y a une problématique autour du salaire et que l'Algérien a une offre du Qatar, bah, le salaire ne va pas être un problème de ce côté-là. Mais voilà, du coup, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, c'est surtout une problématique qui est plutôt liée au fait de faire baisser soit les émoluments du joueur, soit la somme qui est demandée par l'AC Milan en termes d'options d'achat. Toujours du côté de l'Italie, on a eu des informations également sur deux pistes de l'OM, à savoir Igor Paixão et Noah Lang, qui sont très prisés du côté de la Serie A, puisque Paixão est une des cibles de l'AS Roma, et que Naples aurait l'avantage en premier sur le dossier pour boucler Noah Lang, et que l'OM observe actuellement la situation, selon le Corriere dello Sport. Il faut savoir que Naples a visé beaucoup de joueurs sur ce mercato et beaucoup d'opportunités de marché. Ils ont d'ailleurs signé Kevin De Bruyne. Ils ciblent également Federico Chiesa. Bref, ils sont sur vraiment beaucoup de joueurs. Ils ont une attractivité qui est assez folle sur ce marché. Et Noah Lang fait partie des joueurs ciblés. D'ailleurs, l'OM a beaucoup de cibles en commun avec Naples si on regarde les noms qui sont sortis depuis le début du mercato. Mais voilà, donc pas d'infos en plus sur Noah Lang. D'ailleurs, il se pourrait qu'on sorte un contenu, une interview avec quelqu'un qui a connu Noah Lang, un ancien dirigeant qui a connu Noah Lang dans les prochains jours sur la chaîne. Autre information mercato venue d'Italie, alors là encore une source peu fiable avec Tutto Mercato Web, qui confirme un peu les dernières infos sur Michel Baker. On savait que c'était la presse néerlandaise qui en avait parlé en premier, que Roberto De Zerbi l'aurait identifié comme profil idéal, alors que le néerlandais souhaite disputer la Champions League. Il est actuellement à l'Atalanta Bergame après un prêt à Lille. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Moi, je trouvais que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça en doublure. Je crois qu'il est estimé à environ 7 millions d'euros. Il a fait le taf en doublure du côté de Lille. Maintenant, si c'est pour aller le chercher comme titulaire, je trouve ça quand même un peu faible. Mais en doublure, ce serait pas mal parce qu'il y a quand même une certaine polyvalence. Il peut jouer latéral gauche, il peut même jouer milieu gauche, il peut jouer central, il peut jouer latéral droit. Et on se rappelle qu'il nous avait fait quand même un peu mal lorsqu'on avait affronté Lille en Coupe de France. Lille qui avait mis son équipe 2 et qui nous avait éliminé au tir au but. Il n'avait pas été le plus mauvais des Lillois, si ce n'est même un des meilleurs, il me semble, de mémoire ce soir-là. En tout cas, l'OM a officialisé ses nouveaux maillots. On avait déjà vu les designs ces derniers jours, mais l'OM les a officialisés. D'ailleurs, ils sont déjà disponibles à la vente. Ils sont désormais disponibles à la vente. On peut voir Adrien Rabiot et Leonardo Balerdi les porter. Donnez-nous en commentaire, enfin donnez-moi plutôt vos avis sur ces maillots. On a également le maillot gardien de Geronimo Rulli avec les couleurs un peu du RC Lens quand même. Est-ce que c'est pour attirer notre ami Facundo Medina, son compatriote? Également des joueurs qui ont été mis en scène dans une pizzeria. C'est la direction artistique de l'Olympique de Marseille pour cette annonce de maillot. Visiblement, le maillot avec les logos serait uniquement le maillot joueur, c'est-à-dire les logos historiques du club sur le maillot. Ce serait uniquement pour le maillot joueur et pas pour le maillot réplique, on va dire. Mais voilà, en tout cas, l'OM a annoncé son nouveau maillot domicile. On verra ce qui lancera des maillots extérieurs et du maillot Third. Il y aura certainement aussi un quatrième maillot normalement. En tout cas, dernière année avec ce logo. Donnez-moi en commentaire votre avis sur toute cette actualité, sur la signature d'Antonello, sur la rumeur Benasser. Est-ce que selon vous, il faut conserver l'international algérien si on arrive à faire en sorte à ce qu'il baisse son salaire? Et puis on se dit à la prochaine sur Massia Zone avec d'autres vidéos d'analyse de l'actualité, mais surtout des vidéos d'analyse. Normalement, dans la zone devrait revenir sur le média, notre podcast hebdomadaire, avec une édition spéciale Mercato. Ça devrait sortir mercredi. Et puis, il y aura d'autres vidéos, d'autres entretiens. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller voir la dernière vidéo de la chaîne. Elle est très qualitative pour en apprendre plus sur Egan Riley. On se dit à la prochaine et allez l'OM!